Con Pedro le hicimos la semana pasada una entrevista al que se considera uno de los mayores y más importantes filósofos franceses, Alain Badiou. Es un hombre que nació en Rabat, un militante político, tuvo mucha importancia, mucha militancia durante el Mayo francés, fue discípulo de Althusser. Él de hecho se distancia de Althusser justamente en los años 60, cuando se hace esa división entre el Partido Comunista Soviético y el Partido Comunista Chino. Ambos dividen las aguas y también de alguna manera dividen las aguas desde el punto de vista filosófico. Es conocido por varios de sus libros y tal vez el más importante es El sujeto y el acontecimiento, Elogios al amor, bueno, hay muchísimo. Y tuvimos una entrevista realmente fantástica, hablamos de todo, sobre todo las elecciones francesas que acababan de suceder, el posible cambio en Europa a partir del triunfo de Hollande, también de los países árabes y de América Latina. Para Badiou, ya van a ver, América Latina, sobre todo América del Sur, es un laboratorio en el que todo el mundo, la mayor parte del mundo, debería mirarse. Donc, nous avons un nouveau président en France, et même si les enquêtes disaient qu'il allait gagner, est-ce que c'était une surprise pour vous? Non, pas du tout. Non, j'ai toujours été convaincu qu'il était impossible que Sarkozy soit réélu. Ça, je le pense depuis longtemps. Parce que c'est un président très particulier qui, en dépit du fait qu'il a disposé au départ d'une majorité significative, était rejeté ou détesté de manière tout à fait particulière et nouvelle par l'opposition, en somme. Les gens, la masse des gens, des corps constitués entiers, la magistrature, la médecine, toute une coalition à la fois d'intérêts et de positions tout à fait inédite s'est dressée contre lui très tôt. Et il n'a fait qu'aggraver les choses au fil des ans, de sorte que je ne lui voyais aucune chance d'être réélu. C'était un vote contre lui? C'était un vote contre Sarkozy plutôt qu'un vote pour Hollande? De façon absolument principale. D'ailleurs, les choses sont absolument claires. Il a fallu qu'il y ait vous prenez le ralliement de Bayrou, qui appartient vraiment de façon tout à fait traditionnelle à la droite la plus classique, et les corps constitués aussi. Sarkozy a malmené les corps constitués, la magistrature, la médecine, et même la police et l'armée. Dans ces corps constitués eux-mêmes, il y avait une vive hostilité à Sarkozy. Dans ces conditions, je pense qu'il n'avait aucune chance. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Je veux savoir de quoi Sarkozy avait-il le nom et de quoi Hollande est-il le nom? Alors, je tentais d'expliquer que Sarkozy était le nom d'une rupture politique à l'intérieur de la droite elle-même. Parce que la droite française, depuis la fin de la guerre, était principalement marquée par le gaullisme, par la référence à De Gaulle, et Chirac encore se réclamait réellement du gaullisme. Avec Sarkozy, nous avons un personnage tout à fait différent, qui n'a pas cette histoire, qui n'a pas cette origine, et qui se comporte un peu comme un électron libre, comme un personnage singulier dans l'univers politique français. Et je pense que cette rupture nous ramenait quand même à des configurations très réactionnaires et à un flirt possible avec l'extrême droite qui a commencé très tôt. Parce que pour gagner, il a bien fallu que Sarkozy ait en 2007 les voix de l'extrême droite. Il a mené cette fois-ci aussi une campagne extrêmement axée à droite. Et cela représentait réellement une rupture, une nouveauté dans l'histoire de la droite française. Une époque se terminait. Au fond, l'époque venue de la guerre mondiale, où les deux grandes forces politiques françaises étaient le Parti communiste et les gaullistes, avec Sarkozy, c'était terminé. Donc il était le nom de ce changement-là. Ça s'explique la rentrée à l'OTAN. Absolument, et beaucoup d'autres choses. La rentrée à l'OTAN, l'abandon de toute idée d'économie nationale ou planifiée, le mépris pour les corps constitués, une sorte d'hostilité aux intellectuels aussi. En fait, toute une série de traits qui étaient tout à fait nouveaux. Et j'ai tenté d'expliquer que Sarkozy était le nom de cela et le nom de cette rupture. Alors vous me demandez de quoi Hollande est le nom? C'est la question. Alors, Hollande, c'est pas du tout ça. C'est un contre-courant par rapport à Sarkozy.
Autant Sarkozy était un homme qui exposait sa vie privée, qui prenait des décisions extraordinaires tous les matins, qui se promenait dans le monde entier et qui était plein de morgue, plein de certitudes en lui-même, etc. Autant Hollande représente la France prudente, patiente, un peu silencieuse. Il a lui-même dit que dans cette campagne électorale, moins il disait de choses, mieux il se portait. C'était tout à fait vrai. Et donc il a ce côté aussi provincial du politicien français. Lui, il est presque un descendant de la Troisième République, enfin, comme personnage. Un personnage, par ailleurs, qui a un certain humour, un peu terrestre, comme ça. Une chose, excusez-moi, très bizarre, parce qu'il y a un an, le PS disait tout le monde sauf Hollande. Ça veut dire, il ne peut pas être notre candidat et maintenant il est président. Oui, mais ça, c'est l'histoire interne du Parti socialiste à qui il est arrivé cet événement extraordinaire qui a été l'effondrement de Strauss-Kahn, vous comprenez. Quand on disait tout le monde sauf Hollande, ça voulait dire Strauss-Kahn. Et d'ailleurs, quand Strauss-Kahn a été, si je puis dire, fusillé en plein vol, le Parti socialiste s'est trouvé dans une grande difficulté. Et Martine Aubry, qui était sa dirigeante, a beaucoup hésité. Elle ne s'était jamais vue comme candidate à la présidence de la République. En fait, elle n'en avait pas envie. Et finalement, a surgi le personnage de Hollande comme un personnage de consensus, finalement. Le parti s'est rassemblé autour de lui parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et pas de changement, même s'il dit le changement maintenant, moi je suis le changement? Écoutez, quel candidat ne dit pas qu'il est le changement? Même Sarkozy, qui était là depuis 5 ans, s'est présenté comme le candidat du changement. Vous ne pouvez pas vous présenter sans annoncer le changement. Et vous l'annoncez d'autant plus fort qu'il est assez peu probable, en réalité, le changement. Elle a incarné le changement par rapport à le modèle de Mme Merkel? Ça, c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. Vous savez, il ne faut pas oublier que Hollande a quand même fait de la disparition de la dette publique un point fondamental de son programme. Or, pour faire disparaître la dette publique, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si bien que je crains fort que la politique de Hollande, plutôt que d'être une politique du changement, soit une politique du changement de style, du changement de personnage, ça oui, bien sûr, mais peut-être pas tant que cela le changement de politique, parce qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Allez-y. Oui. Comment expliquez-vous le duo à Marine Le Pen? Alors ça, je vais vous dire, c'est une longue histoire. Ce n'est pas quelque chose qui a surgi tout d'un coup. Vous vous rappelez que son père était présent au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Oui. Et que si on remonte encore plus loin dans le passé, on a vu apparaître des scores supérieurs à 10% de Le Pen dès les années 80. Je crois que tout cela est lié au développement dans une France un peu affaiblie, un peu fatiguée, un peu inquiète. Nous y reviendrons peut-être sur ce qu'est la France. Et d'un courant qui est principalement un courant xénophobe. Voilà. Et qui essaie, dans une vieille tradition, de dire que les difficultés du monde présent, une certaine pauvreté qui s'installe, une absence d'avenir clair, un chômage des jeunes, que tout cela a pour responsable l'invasion étrangère. Voilà. On croit quelquefois que c'est nouveau, mais si vous regardez l'histoire de France, c'était déjà tout à fait présent dans les années 30. Alors, ce n'était pas des Arabes et des Africains, c'était des Italiens et des Polonais, ou des gens d'Europe centrale. Mais c'était exactement le même discours, il n'a pas changé. Et malheureusement, je pense que ni les gouvernements, ni les forces politiques alors traditionnelles, ni même tous les intellectuels n'ont fait sur ce point leur travail. Ils auraient dû s'opposer à ce courant de la façon la plus ferme, la plus résolue, et au nom de véritables principes depuis le début. Or, ils ont concédé, ils ont dit on ne peut pas faire autrement, ils ont laissé entendre que peut-être, en effet, il y avait trop d'étrangers, et on a vu se développer chez des intellectuels un courant carrément islamophobe, faisant de l'islam l'ennemi de la civilisation française. Ces phénomènes ont été très graves et ils ont convaincu les gens que, somme toute, c'était une position possible, qu'on pouvait dire ça, qu'on pouvait s'installer. Et de là, finalement, le résultat qui est que le parti d'extrême droite
s'est maintenant installé ouvertement dans le paysage politique. Et je ne voudrais pas qu'on esquive la responsabilité des gouvernements successifs d'une partie de l'opinion médiatique et intellectuelle. Il fallait s'y opposer dès le début, et de façon la plus ferme, faire de cela une donnée absolument inadmissible. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et le pire a été quand on a vu des gouvernements successifs voter des lois restrictives, des lois d'exclusion, des lois de difficulté, comme si, d'une certaine façon, les étrangers étaient le principal problème de la France. Or, je le dis et je l'affirme, les étrangers ne sont pas le principal problème de la France. La France a de graves problèmes, mais ce ne sont pas les étrangers qui viennent en tête de liste, pas même dans l'opinion publique. Parce qu'il y a eu des sondages qui ont montré qu'aujourd'hui, la question des étrangers vient bien après la question du chômage, la question du travail, la question de l'égalité, la question des salaires. Donc nous avons là une histoire qui a duré 30 ans et qui est une histoire extrêmement néfaste. Vous parlez tout à l'heure du changement de François Hollande, la question s'il y a vraiment un changement, mais vous parlez aussi beaucoup du changement en Amérique latine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je crois que l'Amérique latine est pour nous de nouveau... sinon une référence, du moins une très importante et intéressante question. Et dans un monde un peu tenté par une sorte de devenir capitaliste homogène, dans un monde où le néolibéralisme serait finalement la solution inévitable pour tout le monde, il y a en Amérique latine des tentatives de résistance à ce courant. Nous sommes bien obligés de constater que la manière dont l'Argentine a traité sa propre crise, parce qu'elle a été en crise avant tout le monde, donc elle a été une sorte de laboratoire, et la manière dont, après divers essais, expérimentations, elle a trouvé un chemin pour quand même sortir de crise, est tout à fait original par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, notamment en Europe. Et nous constatons aussi que il apparaît des figures nouvelles, quand même, d'indépendance nationale ou collective dans les pays d'Amérique latine aujourd'hui, après de longues périodes où vous avez souffert dans des conditions dramatiques, souvent, d'un climat d'obéissance et de dépendance par rapport aux voisins du Nord. Il y a quelque chose d'autre, même aujourd'hui, sur la scène du monde. Le Brésil, l'Argentine, et même des pays plus petits... Mais ce n'est pas un changement radical. ...ont une dignité. Non. On pourrait dire même réformiste. Absolument, absolument. C'est un phénomène réformiste, mais nous sommes en Europe dans une misère politique qui fait que même le réformisme, quelquefois, ne nous paraît pas si mal que ça. Et Dieu sait que je dis ça en tant que vieux révolutionnaire. Au moins, je trouve qu'il y a dans la politique d'un certain nombre de pays d'Amérique latine une sorte de dignité véritable. J'emploierais ce mot. C'est un peu différent de l'opposition entre révolution et pas révolution, mais il y a une sorte de dignité, une sorte de volonté de trouver un chemin qui puisse être quand même un chemin pour, d'une certaine manière, le peuple tout entier. Je ne dis pas que les questions sont réglées, je ne dis pas que le monde a changé, je ne dis pas que le capitalisme a disparu, non. Mais il y a cette dignité qui fait que, au fond, l'État, on pourrait dire, essaie d'être l'État du peuple tout entier quand même, d'une certaine manière. Ça n'est pas un État socialiste, ça n'est pas un État révolutionnaire, mais c'est un État qui a la dignité de se représenter lui-même comme étant responsable de ce qui arrive à son peuple. Nous avons connu en Europe des époques un peu comparables, comme quand nous avons eu l'État du Front populaire en 1936, par exemple. En France. Peut-être même qu'aux États-Unis, les débuts de Roosevelt ont ressemblé à ça. C'est pour ça que je prends des exemples, justement, qui ne sont pas exotiques. Et même lorsque le gouvernement de Gaulle en France, juste après la guerre, dans les années 40-50, il y a eu une politique qui était aussi du même genre. On a beaucoup nationalisé, presque la moitié de l'industrie française, malgré tout. On a beaucoup développé les services publics, on s'est soucié du salaire minimum, etc. Ce sont ces périodes de l'histoire où, au fond, la vraie question n'est pas révolution ou pas révolution, mais où la vraie question est de savoir est-ce que on va faire un État, on va construire un État un peu digne de ce nom, c'est-à-dire un État qui ait un rapport au peuple, qui ne soit pas de distance infranchissable. Voilà. Et nous constatons ça en Amérique latine. Et au niveau géopolitique, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle parce que ça fait de l'Amérique latine un pôle supplémentaire dans l'histoire mondiale. Et nous devons tous souhaiter que l'histoire mondiale devienne multipolaire parce que c'est un facteur de résistance à une mondialisation alors terrible et dévastatrice. On va faire une petite pause, hacemos una pequeña pausa y seguimos acá con Alain Badiou.